Je dirais avant la prochaine table ronde, je voudrais faire une introduction. En gros, le programme de l'USPO et donner la position de notre syndicat sur les prochaines années. L'année 2018 démarre par l'application de l'avenant conventionnel signé pour 3 ans avec l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire qui va modifier de façon extrêmement forte à la fois le mode de rémunération du pharmacien, c'est une vraie réforme, et également donner une orientation très forte au métier. Et vous avez remarqué que dans l'ensemble des tables rondes qui ont précédé, les choses commencent à être bien intégrées et surtout soutenues par l'ensemble de la profession, groupements, étudiants, ordres, et tout le monde converge vers cette évolution. Donc avec cet avenant, nous avons clairement choisi notre camp. On a choisi le camp du patient, le camp de l'accompagnement, le défi de la nouvelle organisation du système de soins, le défi des territoires, le défi des coopérations entre professionnels de santé, les coopérations avec l'hôpital en faisant respecter le choix du patient. On a choisi ce camp et on n'a pas choisi le camp du shampoing. On n'a pas choisi le camp du cosmétique. On a choisi clairement le camp du patient. Et les affichages qui sont aujourd'hui parfois dans des communications que je qualifierais un petit peu dégradantes du métier de pharmacien, comme si le low-cost était le nouveau modèle économique du monde officinal. Ça n'a aucun sens. La parapharmacie fait partie d'une activité qui est accessoire, mais ce n'est pas notre slogan pour réformer notre profession. Je crois qu'il faut que ce soit clair et que ce soit dit, malgré parfois des communications que je qualifierais d'intempestives. Notre slogan, c'est pour le patient. Et c'est pour ça qu'on est pharmacien et pas pour autre chose. D'ailleurs, nous avons manifesté il y a 1 an, c'était la date anniversaire, il y a quelques jours, pour dénoncer cette vision. Et nous voulons, et d'ailleurs, cette manifestation a beaucoup servi parce que ça a permis de clarifier ce que l'on souhaitait et puis ça a permis d'aboutir à un accord au mois de juin. Donc, dans cette convention, le choix du métier est clair, parce qu'il ne suffit pas de prononcer des mots, il faut derrière acter. Patients fragiles, personnes âgées, vous l'avez évoqué tout à l'heure, avec des bilans de médication, bon usage, dispensation adaptée, la sécurité avec le partage des données de santé, avec le dossier médical partagé avec les autres professionnels de santé, prévention, dépistage, et puis ce que l'on sait tous, c'est le travail permanent sur l'amélioration et la fluidité du tiers payant, et puis également l'amélioration de la permanence des soins qu'assurent les pharmaciens par obligation, Code de santé publique. Et l'autre choix, et je me rappelle d'une discussion avec Madame la Ministre, elle me disait, vous savez, quand on veut faire une réforme, il faut aller jusqu'au bout. Il faut modifier le mode de rémunération et adapter le mode de rémunération à l'évolution de votre métier. Sinon, c'est une réforme qui n'est faite qu'à moitié ou qui n'est juste qu'une déclaration d'intention. Et nous l'avons aussi coordonné en modifiant le mode de rémunération de façon extrêmement forte. En 3 ans, la moitié de la marge commerciale sera transformée en honoraires de dispensation liés à l'acte et la validation de l'ordonnance, avec un taux de prise en charge spécifique, 70% pour le régime obligatoire. Mais pour réussir une réforme, il faut un investissement. Et l'assurance maladie a investi, avec l'assurance maladie complémentaire, 280 millions d'euros pour réussir cette réforme sur 3 ans. Il était temps. Il était temps parce que les chiffres actuels sont catastrophiques. L'année 2017, c'est 170 millions de pertes de marge. 350 millions sur 3 ans de perte de marge. 685 millions cumulés. Voilà ce qu'on vient de subir depuis 3 ans. Il était temps de sortir de cette réforme qui a été un échec, qui ne nous a pas protégés des baisses de prix, puisque le chiffre d'affaires baisse 2 fois moins vite que la marge commerciale des pharmaciens. Donc, le modèle économique devait être complètement revu, et c'est ce que nous avons réussi à faire avec des clauses de sauvegarde. Et moi, je voudrais vraiment remercier à la fois Nicolas Revel et Éric Badonnel, parce que c'est jamais facile de faire ce genre de choses, et la détermination qu'il y a eu au cours des négociations, dans des moments qui n'étaient pas forcément appropriés.
à des moments de changement de gouvernement, en pleine élection présidentielle, ce sont des choses qui ne sont jamais faciles à tenir. Et nous avons démarré les négociations en février pour les conclure en juillet. Et vraiment, je tenais, au nom de toute la profession et au nom de nos confrères, nos présidents USPO, et puis à travers ce qui a été dit par les groupements, l'ordre et les étudiants, vous remercier de ce travail, de nous permettre de construire un nouveau métier. Mais ce n'est pas parce qu'on a signé un avenant en juillet que tout s'arrête. Et vous savez, que nous avons un programme chargé que nous avons écrit dans la Convention, les interventions pharmaceutiques, la préparation des doses administrées, la dispensation adaptée, la lutte contre le sevrage tabagique, la vaccination, dépistage du cancer colorectal, chimiothérapie. Muriel Dan était là pour démarrer ces 10e rencontres de l'USPO, mais également aller sur d'autres champs, le risque cardiovasculaire, le diabète. Ce sont des pathologies chroniques et nous devons déjà commencer à ouvrir ces chantiers petit à petit, traitement substitutif aux opiacés, et j'en oublie certainement. Je vous remercie aussi pour qu'on ait signé si rapidement, parce que ça permet d'avoir la profession prête pour les challenges qui sont ouverts à la fois par la stratégie nationale de santé et à la fois par la loi de finances de la sécurité sociale. Si nous étions encore en discussion, en train de faire des chicayas, la profession ne serait pas prête pour, d'emblée, aller sur ces stratégies qui ont été clairement définies par les pouvoirs publics. Alors, sur la stratégie nationale de santé, sur la loi de financement, je vais vous dire les 12 priorités de l'USPO. La première priorité, c'est le décret service, ça a été dit, répété par tout le monde depuis ce matin. Je ne veux pas un décret à minima. Ce décret est là en souffrance depuis 7 ans. C'est 7 ans qu'on ne peut pas proposer de service à nos patients. Et pendant ce temps, d'autres acteurs qui ne sont pas dans le champ de la santé proposent ces services de portage, de PDA, etc., en nous paralysant parce que ce décret n'est pas sorti. Alors, 6 mois pour sortir ce décret, mais un décret ambitieux et pas à minima, je l'espère. Il faut bien sûr préparer la sortie des médicaments qui sont aujourd'hui dispensés uniquement à l'hôpital. Ça n'a pas de sens. Si on veut développer les chimiothérapies à domicile, il faut que les médicaments soient aussi disponibles en ville. Si on veut demain que l'accès au traitement de l'hépatite C soit facile pour les patients, il faut aussi que ce soit disponible en pharmacie d'officine. Et puis d'autres séries de médicaments, et nous devons travailler avec nos confrères hospitaliers pour faire une vague de sortie, pour permettre à ces patients d'avoir un développement de l'ambulatoire qui ne soit pas difficile à organiser. Simplifier les règles de prescription et de dispensation, c'est devenu trop compliqué, tellement compliqué que ce n'est pas appliqué. Demander à des médecins d'être sur la réglementation tatillonne, c'est tout simplement impossible. Le temps médical est rare pour les généralistes, pour les spécialistes, pour nos confrères hospitaliers. Donc 50 règles qui ne servent à rien, qui ne sont pas appliquées, il vaut mieux les simplifier et avoir 10 règles qui protègent les patients et également pour les règles de dispensation à l'officine. Donc il faut ouvrir ce chantier avec l'ensemble des acteurs, mais ce chantier est devenu urgent parce qu'il fait prendre des risques aux acteurs, à la fois aux médecins, à la fois aux pharmaciens, et les patients sont dans l'incompréhension. Pourquoi vous ne me donnez pas ce médicament? Mais parce qu'il manque un point, parce que le document qui a été utilisé pour prescrire n'est pas le bon. Tout ça fait perdre beaucoup de temps et n'a plus de sens. Donc il faut redonner du sens à ces règles. Elles sont importantes quand elles protègent le patient, elles sont inutiles quand elles sont des règles uniquement administratives et souvent anciennes et cumulatives d'autres règles. Les ruptures de stock, nous en avons beaucoup parlé, je n'en parle pas, les choses ont été clairement dites et je remercie l'ensemble des interventions. La lutte contre l'antibiorésistance, sujet prioritaire. Oui, il faut lutter contre le mésusage des antibiotiques, mais il y a 2 façons de faire. Où on met les médecins et les pharmaciens ensemble
dans une stratégie complémentaire pour que la prescription, que la durée de traitement soit parfaitement adaptée, que le patient soit observant, ou on oppose les professions. Si on doit limiter à 7 jours, faisons des boîtes de 7 comprimés. Il faut adapter le conditionnement aux évolutions des recommandations de l'OMS. Mais ne demandez pas aux pharmaciens de découper des piluliers, des blisters, tout simplement pour délivrer pour 8 jours, pour 10 jours, alors que la recommandation est de 7 jours. Notre métier, c'est le respect de l'AMM. Ce n'est pas de compter des comprimés. Donc cette piste-là doit être complètement abandonnée et on doit travailler en commun pour que le patient sache qu'une prescription d'antibiotiques, ce n'est pas une prescription classique. Et que quand on prescrit des antibiotiques, il faut qu'ils soient bien utilisés pour ne pas continuer à se retrouver dans des impasses avec des antibiorésistances trop importantes. Le dépistage, les tests de dépistage, sur l'antibiorésistance, les tests d'angine, bien évidemment, ils doivent être disponibles en officine. Si on veut sélectionner les patients qui ont besoin d'antibiotiques, on peut le faire à l'entrée de l'officine quand un patient a mal à la gorge pour l'orienter vers le médecin quand c'est nécessaire, ou éventuellement le médecin peut prescrire un test d'angine sur sa prescription associée à l'antibiotique parce qu'il n'a pas eu le temps de le faire et qu'il confie ce test au pharmacien. Là, on est sur l'intelligence et la complémentarité entre nos deux professions. Les autres tests, les tests de dépistage, ils doivent être aussi accessibles aux pharmaciens pour aider à faire un dépistage. Et je le dis simplement, un dépistage n'est pas un diagnostic. Mais quand vous avez un patient qui ne va pas bien et vous arrivez à détecter que son niveau de sucre, niveau de cholestérol n'est pas bon, c'est une alerte pour qu'il rentre dans le circuit médecin, diagnostic et laboratoire d'analyse médicale. Mais si on ne l'attrape pas à la pharmacie, il ne rentrera jamais. Il sera toujours à risque pendant encore des années. Donc ce n'est pas un travail que l'on fait à la place du médecin. C'est simplement qu'un patient qui est rentré dans une officine, qui a une difficulté, et on le voit très bien à travers ce qu'il nous dit, eh bien il faut le remettre sur une bonne stratégie avec des tests qui sont aujourd'hui disponibles. La médication officinale, je n'en parlerai pas, mais c'est un sujet urgent puisque nous en avons parlé tout ce matin. La vaccination contre la grippe, oui, il faut étendre à d'autres régions et aux patients. Le patient actif qui ne s'est jamais vacciné, qui n'a pas de médecin, qui n'a pas d'infirmière, eh bien lui, s'il peut se faire vacciner en officine, tant mieux. Parce qu'il ne se fera pas vacciner sinon. Mais pas uniquement que les patients qui ont un bon. Ça n'a pas de sens. Parce que ceux-là, parfois, ont un médecin, et parfois, ceux-là voient une infirmière tous les jours. Et ça ne sert à rien que le pharmacien les vaccine, ceux-là. Le médicament vétérinaire, personne jamais en parle. Le médicament vétérinaire, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que tous les pharmaciens qui font du médicament vétérinaire aujourd'hui sont soumis à un risque de se retrouver au tribunal pour un exercice qui n'est pas conforme. Et l'autre profession qui a 97% de l'activité, qui n'est absolument pas en conformité avec la réglementation, eux, personne ne leur dit rien. Ils tiennent une pharmacie ouverte, ce n'est même pas le vétérinaire qui délivre le médicament, le chat, ils ne l'ont jamais vu, par contre, la pilule est donnée au cabinet vétérinaire, mais elle est interdite à la pharmacie. Donc il faut qu'on arrête avec ce jeu de dupes. Si on doit mettre un équilibre entre les deux professions, et notamment en milieu rural, également pour les éleveurs qu'ils aient le choix de s'approvisionner chez le vétérinaire ou chez le pharmacien, ce sujet doit être revu parce qu'aujourd'hui, il est trop déséquilibré. Les études, oui, il faut réformer les études. 6 ans pour les pharmaciens, ça suffit. Pas la peine de faire des années supplémentaires. Par contre, le contenu des études, lui, doit évoluer parce que nos métiers évoluent. Et pour les préparateurs, il faut 3 ans. Alors ça, c'est formidable. Toutes les organisations syndicales de salariés sont d'accord. Toutes les organisations professionnelles employeurs sont d'accord. Tout le monde est d'accord. Mais quand on va discuter au ministère de l'Éducation nationale, ah mais on n'arrive pas à trouver la case pour les 3 ans. Alors que c'est de l'apprentissage, que l'on finance la formation de ces jeunes, que l'on investit pour que ces jeunes soient formés, etc. Parce qu'il n'y a pas la case, on n'arrive pas à avancer depuis 10 ans. Donc je pense que là aussi, il va falloir que les choses bougent parce qu'on a besoin de préparateurs encore mieux formés.
Stratégie nationale de santé, les biosimilaires. On dit 80%. Très bien. Vous pensez qu'on peut faire 80% sans les pharmaciens? Est-ce que vous pensez qu'on pourra faire des économies sur les biosimilaires sans les pharmaciens d'officine? Ce sera tout simplement comme le générique au début, pendant 15 ans, encéphalogramme plat. Donc oui, il faut travailler avec les prescripteurs, oui, il faut travailler avec l'hôpital, oui, il faut que les patients aient le même médicament sur les biosimilaires, mais le spécialiste du médicament, biosimilaire ou pas, c'est le pharmacien. Et nos confrères hospitaliers changent les biosimilaires sans aucun problème à l'hôpital. Donc il faut qu'on travaille en sécurité, bien évidemment, avec l'acceptation par les patients, mais les biosimilaires sans les pharmaciens, cela conduira à un échec. La préparation des doses administrées, oui, le pharmacien peut proposer ce service. Oui, il peut porter des médicaments à domicile, reconditionnés avec les semainiers. Mais il faut absolument que le texte sur les bonnes pratiques, comme on a eu les bonnes pratiques sur la dispensation, sorte. On ne peut pas avoir un acte qui est hétérogène dans la profession. Donc c'est une urgence des bonnes pratiques, puisque nous l'avons mis dans la Convention, mais d'autres acteurs peuvent intervenir. Ça peut être aussi des complémentaires santé sur des contrats perte d'autonomie, sur une certaine catégorie de patients, ou le patient lui-même qui souhaite voir ses médicaments préparés par le pharmacien. Je rajouterai un dernier point, c'est l'évaluation en vie réelle. Muriel en a parlé tout à l'heure. Oui, le pharmacien peut contribuer à l'évaluation en vie réelle de la façon dont les patients prennent leur traitement. Parce que cette partie d'information que nous pouvons recueillir à l'officine, personne d'autre peut la recueillir. On n'est pas sur l'efficacité, on n'est pas sur... Mais non, là il y a hétérogénie. La façon dont le patient prend le traitement, les difficultés qu'il a, le protocole de soins est-il respecté ou pas respecté, ça peut être des informations recueillies à l'officine avec une réactivité beaucoup plus importante. Je finirai sur la loi de financement de la sécurité sociale avec les deux articles qui nous paraissent extrêmement importants pour l'évolution du métier de pharmacien. L'article 51, les coopérations, avec les dérogations. Oui, il va falloir que l'on travaille avec les médecins, avec les infirmiers sur les territoires pour voir comment on organise, en fonction de l'offre qui est présente sur les territoires, la prise en charge des patients chroniques, des personnes âgées. Et là, on a, nous, déjà le statut de pharmacien correspondant qu'on a mis dans la loi il y a 7 ans, dont le décret est sorti. Mais il n'y a jamais un protocole de soins permettant d'enclencher le pharmacien correspondant qui va suivre, accompagner le patient, remonter des informations au médecin qui va confier la surveillance ou au pharmacien ou à l'infirmier. Mais je rappelle simplement que le couple médecin-pharmacien, c'est 100% des patients. Et médecins, pharmaciens, infirmiers, c'est 7% des patients. Alors oui, c'est des lourds. Mais je crois qu'il y a de la place pour tout le monde et pas uniquement sur un seul modèle. La télémédecine, l'article 54, je pense que vous êtes en pleine négociation. Pour nous, le positionnement du pharmacien, puisque l'objectif, c'est de rapprocher le médecin de son patient sans qu'il soit obligé de se déplacer, équiper les pharmacies qui sont dans des espaces où il n'y a pas de médecin, d'outils de télémédecine, permettant à ces patients d'être suivis et d'avoir accès aux médecins à une téléconsultation dans un espace de santé connu, sécurisant, permettant de conditionner le patient pour que la consultation puisse se faire dans de bonnes conditions. Donc ça peut être le suivi des patients chroniques, ça peut être les personnes âgées, ça peut être également des situations qui nécessitent une évaluation à distance. Mais je voudrais lancer une alerte. On vient d'avoir une autosaisine de l'autorité de la concurrence sur la distribution du médicament. J'ai horreur de ce mot. On ne distribue pas les médicaments. C'est pour moi un non-sens. Qui remettrait en question le monopole, le capital des officines, pourquoi pas encore le maillage? On ne peut pas réformer pendant 3 ans une profession de façon aussi déterminée, de façon aussi importante que ce qu'on est en train de le faire, et d'avoir après des personnes qui viennent dynamiter ce projet à travers, je dirais plutôt, des postures ou une vision de l'organisation de la distribution des médicaments. On n'a pas de désert pharmaceutique,
On a besoin de plus de sécurité. Aucun médicament n'est banal. Il n'y a pas de médicaments qui doivent se retrouver en grande surface, même sous la responsabilité d'un pharmacien. On n'a pas besoin de ça. Ça déstabiliserait, ça casserait le parcours de soins, ça casserait ce que viennent de dire à la table précédente. Une médication officinale accompagnée, elle ne peut pas être accompagnée si c'est distribué par des pharmaciens qui ne connaissent pas les patients et qui sont là pour pousser à la consommation. Un médicament, ça ne se consomme pas. On est dans le bon usage. Donc, en conclusion, on a ouvert des perspectives avec cette convention. On a donné de la lisibilité à nos confrères, à nos jeunes confrères. On redonne de l'espoir, puisque derrière, il y a une cohérence sur le modèle économique. Et je dis simplement à l'ensemble des acteurs qui décident, nos politiques qui débattent à l'Assemblée et au Sénat, l'assurance maladie, l'ensemble des services, ayez confiance dans cette profession de pharmacien. Chaque fois que vous avez confié quelque chose, nous l'avons réussi. Nous n'avons jamais failli aux missions que vous nous avez confiées. Jamais. Donc vous pouvez avoir confiance dans l'organisation, dans la formation, dans l'accès et surtout dans la confiance des patients. Donc faites des projets avec nous et jamais sans nous.